was here for the first ADEA conference in 1997, and also for the Education for All conference that was here in the year 2000, and many other conferences that Senegal have organized. So I think we should thank Senegal for the interest they show in regional development of education, and the Education for All conference, of course, was global for everybody. So it's a real pleasure to be here. Now, our session this afternoon is, of course, a very important topic, which is the overriding objective of the Education Sustainable Development Goal, which is quality education at all levels. And original on the program, we have 2 keynote speakers and 7 panelists. No, I do not know who is here, and I do not know who they are, apart from the name and on the list. But I know we have one of the 2 keynote speakers here, which is the Honorable. Sorry, I have to consult my list. Okay, we have Baba Moussa, who is professor and former permanent secretary from Benin, and he is. And UNESCO will come second. Then the Assistant Director General for UNESCO, I didn't see you when you come, I apologize. Assistant Director General for Africa in UNESCO, please. And our other keynote speaker from Benin, please. Now, then we have 7 panelists, and I am very uncertain whether I should try to pronounce the names, but I know that the Honorable Minister from Mauritius is here. L'ancien secrétaire permanent. Alors, les panélistes, je sais que Son Excellence, le ministre mauricien est là. Je vous invite à venir à la tribune. Celui de la République démocratique du Congo. Vous êtes là? Oui, monsieur, je vous invite à rejoindre la tribune. Le panel, oui, s'il vous plaît. Il y a également le ministre Camara, Kanya Camara de la Côte d'Ivoire. Il y a également le ministre namibien du Niger, du Sénégal. Alors, je ne mentionne que les noms des pays. On demandera ensuite aux participants de se présenter lorsque leur tour viendra de parler pendant la séance. C'est pour éviter de mal prononcer les noms. Et le ministre de l'Égypte qui arrive. Très bien. Je vous remercie. Alors, comme je vous l'ai dit, cette séance de cet après-midi va porter sur 3 points qui figurent au programme. Le premier point, et vous allez trouver cela dans les programmes, je vais juste les lire à haute voix. Amélioration de la qualité de l'éducation aux différents niveaux des systèmes éducatifs. Ça, ce sont des mesures de politique. Be engaged by government in their efforts to raise the quality of education. And the third point is, so given the current disconnect between educational qualification and the needs of the labor market, how will governments implement the necessary transformation to make education at all levels relevant to national and labor market needs? Now, while all these 3 points are important, I will invite the speakers to give, to the extent they can in what they have prepared, priority to the last point, which I think is particularly important. And if we follow the discussions we had yesterday and also this morning, this link between what the education system produces and what the labor market needs, also in order to generate youth employment, is really very important. We must bear in mind, I just stress 2 things. We must bear in mind that on average in sub-Saharan Africa, I'm not including North Africa, but sub-Saharan Africa, 30% of young women aged 15 to 24, 30% are still illiterate.
And when you look at women who are older than 25 years, more than half of them are illiterate, as an average for sub-Saharan Africa. When we look at that, and then we look at on the labor market side, where 80% in most countries, or more than 80% of the labor force is in agriculture or in other non-formal sector activities, 80%, and half of the labor force in agriculture is often illiterate. How can we really get the economic transformation that many countries need if we do not give more attention to adult literacy and basic skills development? This was underlined by the participant on the panel here yesterday from Korea. We stressed that they focus first on basic education, to give everybody basic education before they expanded the rest of the system. And this is also what all the old industrialized countries did, and the newly industrialized countries, as well as the emerging countries now like China and Vietnam and others. They first solved the problem of basic education for everybody before they expanded the rest of the system more than the labor market could observe. This is really a development stage that I don't think Africa can leapfrog. You have to have basic education for all. That is not a development stage that can be leapfrogged. We can do without telephone poles because we have the mobile phones now, but we cannot do without basic education for all. So to the extent possible, I would invite the speakers to address this question of what to do to solve this problem of basic education for all. With that, could I invite the two keynote speakers, starting with the Assistant Director General from UNESCO. No, the time, we have little time and we have many speakers, so I am told that the two keynote speakers each have 10 minutes and that the panelists would have 7 to 8 minutes. And there is a timekeeper here who will, somewhere there, who will show you when your time is up. So please be good and respect the time so that we possibly can have some discussion afterwards. The Assistant Director General for UNESCO, Mr. Motukwu. Thank you, moderator. I think I will save half a minute by sitting here instead of walking to the, and make my presentation from here. Thank you very much. Can I? Yes, I sit here. Yeah. Okay, thank you. Excellences, Monsieur le Ministre, Mesdames les Ministres, chers collègues et amis de l'Assemblée, je crois que je ne vais pas être très long parce que depuis hier, on a beaucoup entendu parler de la qualité de l'éducation. On a eu même un témoignage de haut niveau du président de la République du Sénégal qui semblait beaucoup plus technicien que nous et nous a donné des éléments de compréhension des défis que rencontrent les États africains, nos pays africains, concernant la qualité de l'éducation. Et je pense que moi, je voudrais retenir ce qu'il a dit vers la fin de son discours et qui nous interpelle tous. Nous avons pour habitude de dresser des tableaux très sombres de la situation éducative en Afrique, c'est vrai. Il y a des défis, il y a encore beaucoup de choses restent à faire. Nous devons aussi reconnaître en tant que communauté éducative qu'il y a des îlots de réussite quelque part dans certains pays, puisqu'il y a des jeunes qui se forment, il y a des jeunes Africains qui forment toute la diaspora et qui alimentent la fouille des cerveaux et qui réussissent très bien à l'étranger. Premier point. Deuxième point, nous savons également que de gros investissements en termes financiers sont réalisés depuis quelques années par les gouvernements africains et qui ne sont pas négligeables. Un tiers des budgets nationaux pour l'éducation, pour la formation. Et donc il y a une question qui nous interpelle quelque part en termes de qualité d'éducation, notamment dans la composante produit. Pourquoi tous ces investissements n'apportent pas des résultats qualitatifs, des résultats tangibles? C'est ce que d'ailleurs disait le président de la République. On investit. Je crois que
je crois que la vraie problématique pour la qualité de l'éducation, quand on parle de défis, en dehors des éléments extérieurs que peuvent être la croissance économique, l'économie qui ne marche pas et donc les emplois, l'offre d'emploi qui n'est pas suffisante pour absorber toute la jeunesse, je crois que ce sont les distorsions, et je crois que les dernières études d'ailleurs sur la qualité de l'éducation le montrent bien, ce sont les distorsions du système éducatif lui-même qui produit ses propres échecs en dehors de ce que sont les influences extérieures ou les éléments extérieurs qui conditionnent la qualité de l'éducation. Aujourd'hui, quand on parle de qualité de l'éducation, les définitions sont généralement acceptées depuis toujours. On parle de la formation des enseignants. Je ne vais pas rappeler les statistiques, je crois. Depuis hier, on sait qu'il n'y a pas suffisamment d'enseignants qualifiés, qu'il n'y a pas suffisamment d'enseignants qui sont formés correctement pour non pas impartir des connaissances, mais pour développer les compétences des élèves. Ça, nous le savons. Et je pense que d'énormes efforts aussi sont faits de ce point de vue. Mais c'est un constat qui est récurrent. Mais parle-t-on des discriminations dans l'enseignement? Parle-t-on des discriminations dans le recrutement des enseignants? Est-ce qu'on parle suffisamment des différences culturelles pour un enseignant qui, surtout les primo-enseignants, sont affectés dans des zones rurales qui ne sont pas de leur origine? Parle-t-on de ces problèmes périphériques mais intrinsèques au système d'enseignement qui font que dans certains secteurs, nous n'atteignons pas les résultats que nous voulons? Parle-t-on suffisamment de ces enseignants qui n'ont pas les compétences pour relever les défis des nouvelles méthodes d'enseignement? Parle-t-on suffisamment de la formation des enseignants dans des nouveaux domaines, comme par exemple la résistance à l'extrémisme, aux groupes terroristes? Hier, je crois que c'est le ministre du Burkina Faso, ou un délégué du Burkina Faso, qui disait qu'il y a 15 jours, effectivement, il y a de plus en plus d'enseignants qui sont menacés dans les zones frontalières parce qu'on leur oblige à enseigner par les groupes terroristes ce pourquoi ils ne sont pas payés et qui risquent leur vie. Formation des enseignants, nous savons tous que c'est un grand défi, et je crois que toutes les organisations, en commençant bien sûr par l'UNESCO, l'ICBA, font d'énormes efforts, et le gouvernement pour améliorer la qualité de l'enseignement, mais il reste encore un défi. En parlant des jeunes, en parlant de l'adéquation entre le marché de l'emploi et la formation, il y a tout le champ de l'enseignement et de la formation technico-professionnelle aussi, qui est un domaine dans lequel, qui concourt à la qualité de l'éducation. Et c'est souvent dans ces domaines-là, justement, comme le disait encore le président de la République, où nous avons des bacheliers, des diplômés, des maîtrisards, comme on les appelle, mais qui ne trouvent pas sur le marché de l'emploi. Alors, c'est un problème récurrent. Je ne sais pas si pour certains de mes doyens ici, qui parlent d'éducation depuis une trentaine d'années, ils se souviennent que dans les années 80, quand on a parlé des programmes de réajustement structurel, la première cible pour améliorer la qualité de l'éducation, c'était la formation de l'adéquation formation-emploi. Il y a plusieurs théories qui sont sorties sur l'adéquation formation-emploi. La question revient encore, pourquoi 20 ans après, on est encore au point à se demander qu'il y a trop d'étudiants qui sont dans les filières littéraires et moins dans les filières scientifiques. Pourquoi il y a trop de jeunes, qui arrivent sur le marché des emplois sans les qualifications requises. Un autre élément de la qualité dans de l'enseignement, évidemment, ce sont les contenus de l'enseignement. Il y a un énorme champ de compétences nouvelles auxquelles sont confrontés les enseignants dans l'école et pour lesquels ils ne sont pas formés. Mais ces champs de compétences requièrent une volonté politique pour la révision des programmes scolaires. Quand on parle de l'éducation de la citoyenneté, qu'on parle de la culture de la paix, qu'on parle de la non-violence, ce sont de nouveaux domaines d'enseignement pour lesquels souvent nos systèmes éducatifs ne sont pas préparés et pour lesquels d'ailleurs les centres de formation des enseignants n'ont pas non plus les matériaux suffisants pour préparer les enseignants à ce nouvel type d'enseignement. Hier, on faisait le lien entre l'éducation et la culture également. Je crois que je voudrais poser pour mon propos sur un ton différent
de celui qui est classique, de voir la qualité d'éducation dans des éléments qui sont le produit. Mais voyons les intrants du système éducatif. Comment le système éducatif lui-même produit son propre échec, comme diraient certains penseurs. Comment? Et je crois que c'est là où la communauté éducative que nous sommes, ne nous posons pas suffisamment les questions qu'il faut. Nous pensons souvent à la qualité de l'éducation en termes de produits, en termes de produits. Mais le système tel qu'il fonctionne lui-même, je prends un exemple peut-être extrême. On parle de démocratie à l'école. Je crois que dans au milieu des années 80-85, il y a une étude qui est sortie par l'UNESCO d'ailleurs, et des partenaires, je crois que c'est l'UNICEF, sur l'école démocratique. Eh bien, 85% des écoles qui avaient été enquêtées dans le Sahel, ce qu'on appelle le Sahel, n'avaient aucun critère d'école démocratique, en commençant par l'enseignant lui-même, qui n'avait aucune méthode démocratique d'enseignement. L'environnement lui-même de l'école. Et qui disait hier qu'il faut que les enfants qui vont à l'école aiment l'école. Il faut que les parents qui envoient leurs enfants à l'école, ils aiment l'école, ils envoient leurs enfants. C'est pas seulement les cahiers scolaires, c'est pas seulement... Voilà, c'est tous ces problèmes-là, je crois, qui sont intrinsèques au système éducatif. Moi, je voulais poser le problème de la qualité d'éducation sous un autre angle. Et enfin, pour finir, pour revenir, donc la minute cruciale qui va me rappeler que nous ne pouvons pas continuer avec des systèmes d'éducation, et c'est vrai, on a vu des petits-enfants ici, la case des petits, si on n'intègre pas le préscolaire, depuis le début de l'enseignement, et je dirais même le pré-préscolaire, comme on voit dans certains pays, où déjà à 6 mois, l'enfant est socialisé dans un milieu pré-préscolaire. Je crois qu'on ne peut pas, on a eu des expériences positives, des expériences édifiantes. Qui se souvient encore des initiatives de la case des enfants au Burkina Faso du président Sankara, par exemple, qui était une méthode innovatrice d'amener le préscolaire, je crois que ça s'appelle la case des petits-enfants, et pour améliorer la qualité de l'éducation. Le deuxième et dernier point, c'est évidemment les types d'examens, les méthodes d'évaluation des connaissances qui sont plus tournées vers les méthodes d'acquisition des connaissances plutôt que le développement des compétences. Je crois que ce sont deux domaines aussi qui font partie. Alors, comme j'ai dit au départ, je voulais poser ce défi de la qualité d'éducation en des termes qui peuvent paraître iconoclastes, mais je pense qu'ils peuvent alimenter la réflexion de la communauté éducative. Et la question qui nous est tous posée, comme a dit le président, on investit de temps, et pourquoi on n'a pas de résultats qualitatifs. Voilà, merci, monsieur le modérateur. Thank you very much, Mr. Motoko, also for keeping the time. So we have the second keynote speaker, who is Professor Babado Moussa, professor and former permanent secretary of the Ministry of Education in Benin. Please. The speaker asked to be able to use a PowerPoint, although it was said earlier that we couldn't use it, but he has only 5 slides, and I think we should allow him to do so. Thank you. Okay. Merci, bonjour mesdames et messieurs les ministres. Donc j'ai un PowerPoint, j'espère que c'est affiché. Donc je souhaiterais également un peu aller dans le sens de mon prédécesseur, c'est-à-dire essayer de poser des questions de fond, puisque nous avons introduit ce colloque avec un discours du ministre Ndoye, qui a beaucoup parlé d'inventer un modèle qui serait un modèle africain original, qui essaierait de trouver les solutions au système éducatif africain. Donc c'est un peu l'expérience que nous sommes en train de mener actuellement au Bénin que je souhaiterais vous poser. Et le maître mot de ma présentation, c'est un peu de déconstruire l'école pour reconstruire l'éducation. Parce que tout ce que nous disons jusqu'à présent, on parle beaucoup d'écoles, d'enseignants, de curricula, de programmes, etc. Et ça donne l'impression que nos réformes et nos systèmes éducatifs sont prisonnières de la forme scolaire, c'est-à-dire d'un certain mode éducatif qui est celle de la salle de classe avec des enseignants, avec des contenus pédagogiques et autres. Et nous savons très bien que cette école-là a montré ses limites en termes d'acquis, en termes de qualité
et qu'il faut peut-être réinventer une nouvelle école. Alors, le cas du Bénin va me servir de modèle, d'exemple, parce que j'ai un appareil qui devrait marcher pour faire avancer les diapos, et il n'a pas l'air de fonctionner. Bon, j'espère qu'il va fonctionner, parce que le plus important, c'est que je vais vous proposer, en fin de mon exposé, un modèle éducatif qui pourrait être le modèle éducatif que l'Afrique pourrait adopter. Je vais commencer par diagnostiquer un peu le système, l'école, déconstruire l'école en 3 points. Le premier point, c'est la question de l'accès et de scolarisation. C'est l'un des indicateurs que nous avons souvent pour évaluer notre école. Et quand on prend le cas du Bénin, notre école est une bonne école parce qu'elle reçoit beaucoup d'élèves en première année, comme vous pouvez voir sur le schéma. Nous avons pratiquement 151% de taux brut d'accès aux primaires, mais nous n'avons que 77% de taux d'achèvement. Donc, plus de la moitié de ceux qui entrent sortent à la fin du cycle primaire. Quand on arrive à la fin de la 3e, on n'a plus que 50%. Et quand on arrive au bac, 20%. Donc, systématiquement, notre système éducatif laisse sur le bas-côté des enfants, et il y en a pratiquement autant à l'école qu'il y en a à l'extérieur. La question n'est-il pas de s'intéresser aussi et de s'interroger sur qu'est-ce qu'on offre à ces enfants qui sont de plus en plus nombreux. 30% pratiquement des enfants de 9 à 17 ans au Bénin sont hors de l'école. Mais que leur offrons-nous? Deuxième élément de mon analyse, c'est la question de la qualité des acquis, par exemple. Et je prends tout simplement l'exemple de l'évaluation du PASSEC. Le Bénin arrive avant-dernier en début de cycle, comme vous pouvez le voir avec la flèche et le schéma de droite. Il arrive à la moyenne en fin de cycle CM1, mais plus de la moitié de ceux qui sont en fin de cycle de CM1 n'ont pas acquis n'ont pas les acquis attendus en lecture, en calcul, en compréhension du texte. Je ne pose pas la question de la qualité de l'enseignement. Et pour vous donner une anecdote, pendant que nous avons ces résultats du PASSEC, plus de 50% qui n'ont pas les acquis en CM2, les taux de réussite au CEPE au Bénin étaient de 85%. Donc on s'est acharné à donner le CEPE à des enfants qui n'avaient pas les acquis attendus. Et plus de 50% de ceux qui avaient obtenu le CEPE n'avaient pas obtenu la moyenne en français. Et c'est ça, c'est des décisions qui sont prises parfois avec la complicité des gouvernements. En ce qui concerne l'efficacité interne aussi, quand on regarde bien, on se rend compte que notre système éducatif n'est pas une garantie pour l'emploi. Les actifs, 61% des actifs béninois n'ont aucun niveau scolaire. Il n'y a que 3% des actifs béninois qui ont le niveau universitaire. 40% ont un niveau entre la 3e, en tout cas le premier cycle et le second cycle du secondaire. Donc là également, les résultats que nous attendons de notre système éducatif ne sont toujours pas acquis. Et le financement, en revanche, est bon, puisque nous avons pratiquement 30% de notre dépenses publiques de l'État qui sont allouées à l'école. Alors, bien qu'on finance, on n'a pas forcément les résultats. Donc, la question, est-ce qu'il faut continuer de privilégier cette école comme étant le lieu principal d'éducation? Est-ce qu'on apprend qu'à l'école? Comment se fait-il que, après 10 années de gratuité de l'école, de cantines scolaires payées, de dotation en kit scolaire pour les élèves, nous avons toujours plus de la moitié qui quitte avant le CM1? Je crois que les explications sont ailleurs. Elles sont peut-être sociologiques et autres. Mais pour moi, ce qui est plus important, c'est que la conscience que nous avons des efforts que nous faisons pour que ça marche à l'école ne doit pas nous amener à l'inconscience de ce que deviennent cette masse d'enfants, de jeunes qui sortent du système éducatif et qui sont dans l'emploi sans grande compétence. Et notre système éducatif doit essayer de pallier cette situation en proposant d'aller chercher, plutôt que de chercher à faire entrer de force les enfants à l'école, d'aller les chercher là où ils sont, plutôt que de les faire entrer à l'école, d'amener l'éducation là où ils sont. Et où est-ce qu'ils sont? Si vous voyez le schéma qui vient d'être affiché, vous verrez bien
Sur la gauche, nous avons le système scolaire, et sur la droite, nous avons un ensemble de dispositifs qui s'appelle atelier d'apprentissage, qui s'appelle centre d'alphabétisation et d'éducation en langue nationale, qui s'appelle coopérative agricole, qui s'appelle maison des jeunes et des loisirs. Ces enfants qui ne sont pas à l'école, ils sont dans ces centres. Mais quelle est la place de ces centres dans nos politiques éducatives? Et je crois que, comme disait monsieur le directeur de la BAD aujourd'hui, il faudrait que ces centres, l'école, donc, et ces centres se serrent la main pour donner ce qui sera le véritable système éducatif, pour qu'on puisse donner à chaque enfant, où qu'il soit, la possibilité d'avoir les savoirs fondamentaux et de préparer leur avenir professionnel. Donc, la réforme que nous proposons actuellement au Bénin, c'est une réforme qui s'intègre bien avec l'ODD numéro 4 et qui vise à proposer une éducation de base sur 10 ans, c'est ce que vous voyez à la base du schéma qui est présenté, qui crée des passerelles dès l'éducation de base entre l'éducation formelle de type scolaire et l'éducation non formelle, tous ces dispositifs que je viens de présenter, et qui permettent que les enfants qui, pour une raison ou une autre, sont amenés à sortir de l'école, ne soient pas des exclus du système, qu'ils restent dans un système, mais qu'ils soient orientés vers d'autres dispositifs. Et qu'au bout de 10 ans d'éducation de base, on puisse leur offrir des parcours de formation, d'insertion socio-professionnels, qui peuvent être des parcours dans le système éducatif formel, l'enseignement général, pour déboucher sur les formations universitaires générales, pour accéder aux métiers du secteur moderne, médecin, pharmacien, professeur d'université, juriste, qui a un deuxième parcours qui soit plus technique, dans l'éducation formelle toujours, mais qui prépare les ingénieurs agronomes. On nous a dit ce matin qu'on avait beaucoup de sociaux d'agroéconomistes, mais pas assez d'agronomes. Et le cas est flagrant au Bénin, où l'agriculture est quand même la première priorité. Donc, cette formation technique et professionnelle dans le système formel permettra de préparer les ingénieurs pour alimenter les secteurs porteurs de l'économie. Et une troisième voie, qui est la voie de l'éducation non formelle, des centres d'acquisition de compétences, que ce soit dans l'artisanat, dans l'agriculture et autres, qui permettent également à ces jeunes de s'insérer, d'être plus compétitifs et de monter des PME qui vont faciliter, contribuer au développement de la société. Donc il faut un certain nombre de ruptures, une rupture avec le mythe scolaire qui laisse penser qu'on n'apprend qu'à l'école, un dispositif d'orientation transversale qui fait qu'aucun enfant ne sort exclu, mais il est toujours orienté vers quelque chose, qu'on développe l'ensemble des intelligences, parce que l'intelligence humaine n'est pas qu'intellectuelle. Or, l'école privilégie l'intelligence intellectuelle au détriment de l'intelligence artisanale, sportive, culturelle, artistique et autres. Il faudra également créer des passerelles depuis l'éducation de base, mais jusqu'à la fin de la formation, y compris universitaire, d'où l'ensemble des flèches qui sont proposées entre les trois parcours qui sont affichés là. Et il y a un dernier élément sur lequel je voudrais quand même insister, c'est le dispositif d'accompagnement. La plupart de nos pays mettent en place des agences pour l'emploi, des fonds pour l'entrepreneuriat et l'entreprise, mais les jeunes ne savent pas comment utiliser ces fonds. Donc je crois que le schéma du système éducatif dans lequel nous voulons aller doit pouvoir rendre visibles ces dispositifs dans le parcours de formation, insertion professionnelle des jeunes. Évidemment, ce schéma est un peu compliqué, un peu complexe, et il suscite tout de suite des résistances, parce que je dis, c'est compliqué, comment le faire? Ce n'est pas une œuvre facile, ce n'est pas une œuvre simple, ce n'est pas demain que nous aurons ce système éducatif, c'est une œuvre de longue haleine qui suppose que l'on construise patiemment le cadre institutionnel de cette nouvelle éducation de base, que l'on n'aille pas à priorité et que l'on s'inscrive surtout dans une démarche participative, puisque ce n'est qu'en travaillant en synergie avec l'ensemble des acteurs, avec les partenaires financiers autour d'un modèle de ce genre, qu'on pourra vraiment le formaliser et en faire un modèle qui marche. Je crois que le rôle des États, les ministres sont là aujourd'hui, sont très importants, et les ministères, les gouvernements doivent être un peu les médiateurs pour qu'on puisse mener une réflexion vers cette école qui pourrait être véritablement l'école de l'Afrique, vers laquelle nous souhaitons tous aller. Et je vous remercie pour votre attention. Thank you very much.
The micro seemed to have died. Thank you very much for that good intervention. That will certainly follow the line of what we have discussed earlier yesterday and today, and raises the type of question that we also had this morning. Can we now go to the panelists, and I will start just with the list as they are listed in the program. And the first one on the list is the minister from Côte d'Ivoire, Madame Camara. May I invite you to, will you come here, or vous allez venir ici, ou vous parlez de là? Ça va. Merci, monsieur le modérateur. Mesdames et messieurs les ministres, chers collègues panélistes, mesdames et messieurs, le thème qu'on nous demande de développer est d'actualité, très important, et tout le monde l'a dit, une éducation de qualité pour tous et à tous les niveaux. Je pense que c'est le défi majeur qui se pose aujourd'hui au monde entier, mais notamment aux pays africains. Pour avoir une éducation de qualité pour tous et à tous les niveaux dans un pays, cela suppose d'abord que le premier responsable, donc le premier dirigeant du pays, a une vision claire. Cela repose sur la vision du chef de l'État, sur la volonté politique au niveau du gouvernement, sur l'engagement du gouvernement. Évidemment, cela repose aussi, on l'a dit, sur un enseignement de qualité, dispensé par des enseignants qualifiés, dans un environnement de qualité, c'est-à-dire un environnement propice au bon enseignement, donc un environnement apaisé, débarrassé de toutes sortes de nuisances, et le tout soutenu par une gouvernance de qualité. Et aussi, il faut une bonne stratégie d'inclusion et d'équité. Pour donner l'exemple de la Côte d'Ivoire, ce travail en Côte d'Ivoire se déroule autour de 5 objectifs stratégiques. D'abord, depuis 2015, l'école est rendue obligatoire en Côte d'Ivoire par le vote d'une loi. Donc il fait obligation à tous les parents de scolariser leurs enfants de 6 à 16 ans. Et aussi, évidemment, qu'il fait obligation à l'État de réunir les conditions pour que tous ces enfants puissent aller à l'école. Donc le deuxième objectif stratégique, c'est l'accès à l'école. Ensuite, la qualité de l'enseignement, l'environnement scolaire et la gouvernance. Concernant l'accès, donc bien avant le vote et surtout après le vote de la loi rendant l'école obligatoire, l'État, comme j'ai dit, qui a obligation de réunir les conditions pour que tous les enfants de 6 à 16 ans puissent aller à l'école, s'est mis à construire de façon massive des salles de classe au niveau du préscolaire, du primaire, du secondaire, des études pour les études supérieures. Donc des universités ont été construites. Évidemment, beaucoup de centres de formation professionnelle ont été construits, sans compter les réhabilitations. Et il y a eu un grand nombre d'enseignants recrutés. Je ne voulais pas, compte tenu du temps, peut-être donner trop de chiffres, mais je voudrais dire que près de 20 000 salles de classe ont été construites, plus de 38 000 enseignants ont été recrutés de 2011 à aujourd'hui. L'école est rendue gratuite pour tous les enfants des écoles primaires publiques. Nous avons construit et nous avons en projet la construction de près de 200 collèges de proximité pour rapprocher l'école des apprenants. Nous continuons de construire des cantines. Tout le monde connaît l'impact des cantines sur le rendement scolaire de nos enfants, et aussi à l'intégration des écoles bilingues dans le système formel.
Concernant la qualité de l'enseignement, nous avons réécrit et mis en ligne les nouveaux programmes scolaires. Nous avons adopté un nouveau régime pédagogique. Dorénavant, en Côte d'Ivoire, 90% du temps d'apprentissage est réservé aux français, aux mathématiques et aux sciences. Nous avons augmenté le quantum horaire en passant de 628 heures l'année à 990 heures, donc de 28 semaines de cours à 32 semaines, parce que nous estimons que pour qu'il y ait un bon enseignement, il faut que les enfants aussi puissent avoir suffisamment de temps d'apprentissage. Nous avons mis l'accent sur la formation initiale des élèves maîtres, la formation continue des enseignants déjà en poste. Nous avons un vaste programme de lutte contre le redoublement. Nous avons introduit de nouvelles disciplines. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Donc, depuis 2012-2013, nous enseignons le TIC à l'école. Avec la crise que nous avons connue, nous avons introduit l'éducation aux droits humains et à la citoyenneté. Nous avons aujourd'hui décidé de donner une culture entrepreneuriale à nos élèves depuis le préscolaire, surtout au niveau du primaire, du secondaire et du supérieur, avec l'introduction de l'entrepreneuriat à l'école. Nous avons l'enseignement de langue nationale dans un programme appelé Programme École Intégrée. Nous organisons beaucoup d'activités dans le domaine des arts et de culture. Évidemment, je l'ai dit aussi, il faut un environnement approprié. Donc, nous organisons des activités, des journées de salubrité. Nous avons dans chaque école des clubs de salubrité. Nous avons introduit depuis 2011 l'interdiction des activités politiques et syndicales par les élèves pour les amener à se concentrer davantage sur leurs études. Nous organisons des visites médicales systématiques pour les enseignants parce que pour qu'un enseignant soit performant, il faut qu'il soit en bonne santé. Nous avons un vaste programme de lutte contre les grossesses en milieu scolaire pour permettre aux jeunes filles de poursuivre leurs études jusqu'à terme. Nous avons la lutte contre la drogue et la toxicomanie et nous avons impliqué davantage les parents d'élèves dans la gestion de l'école, donc à travers le comité de gestion. Évidemment, il faut une bonne gouvernance. Donc, depuis quelques années, nous immatriculons tous nos élèves afin de leur assurer un meilleur suivi durant tout leur cursus scolaire. Nous avons l'inscription en ligne des élèves du secondaire. Nous avons un système de codification de postes pour une meilleure gestion du personnel, donc une gestion rationnelle pour faire en sorte, dans le cadre de l'équité, qu'il y ait des enseignants qualifiés sur toute l'étendue du territoire. Nous avons accru le rôle de l'inspection générale qui est devenu aujourd'hui un instrument de conseil, d'encadrement, de suivi et d'évaluation avec plus de 2000 inspections pendant l'année, dans chaque année, aussi bien dans le privé que dans le public. Donc nous organisons des inspections dans ces établissements. Nous avons, pour la promotion du dialogue social, nous avons créé ce qu'on appelle le conseil consultatif. Donc c'est un cadre avec le gouvernement, par le ministère, les parents d'élèves, les syndicats, donc un cadre permanent de dialogue pour faire en sorte que nous connaissions moins de grèves. Ça n'empêche pas les grèves, mais au moins ça les réduit. Et nous avons aujourd'hui une meilleure allocation des ressources financières au sein du ministère. Mesdames et messieurs, une éducation de qualité, évidemment, cela nécessite des engagements, un engagement fort par le gouvernement. En Côte d'Ivoire, c'est environ un peu plus de 850 milliards de francs CFA investis dans le secteur éducation, formation, plus de 22% du budget, un peu plus de 5% du PIB. Mais nous pensons que cela n'est pas suffisant sans l'implication forte et la responsabilisation des enseignants. C'est pour la raison pour laquelle nous mettons l'accent sur l'enseignement dispensé par les enseignants, mais aussi sur l'environnement, pour que l'environnement soit propice au bon enseignement. Et nous pensons, pour terminer, qu'à côté de cela, parce que je vous ai parlé de l'éducation de base en développant le préscolaire, aujourd'hui pour toutes les constructions, nous avons une classe de préscolaire au moins.
Donc en termes de construction, nous prenons cela en compte. Au niveau du primaire, au niveau du secondaire, au niveau de l'enseignement supérieur, l'enseignement professionnel, nous avons aujourd'hui mis l'accent sur le développement de l'enseignement professionnel aujourd'hui pour former nos jeunes à l'emploi. Et nous avons créé des passerelles entre l'éducation et l'enseignement professionnel, justement à travers le programme d'entrepreneuriat à l'école. Cela prépare les enfants au niveau du secondaire à aller dans le système professionnel et à sortir de là pour aller sur le marché du travail. Mais comme je l'ai dit, cela suppose que les enseignants fassent leur travail en dispensant leurs cours normalement. Cela aussi, il faudra mettre l'accent à côté de tout cela sur l'alphabétisation, ce qui est l'éducation tout au long de la vie, pour permettre justement à ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, eux aussi de pouvoir s'éduquer et puis contribuer efficacement au développement de leur pays. Voici, monsieur le modérateur, mesdames et messieurs, la contribution de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. This describes for me very well how complex it is to improve the quality of education, how many measures have to be taken in different areas. We can call for better quality as we should, but when we look at the other side, the level of early dropout, which was described in the earlier intervention, since 1970, this has not changed on average for sub-Saharan Africa, which for me shows how complex it is. It is not easy. And I think your intervention described very well the complexity of improving quality. Thank you. My next on my list, and I'm just following the program here, is the Minister, the Honorable Minister from DRC, Democratic Republic of Congo, the Honorable Mr. Gaston Musomena. I am trying not to pronounce the names because I know I will mispronounce them, so don't be upset if you don't hear your name. Thank you. Go ahead, please. Bien. Merci beaucoup. Mon nom c'est Gaston Musomena. Je suis de la République démocratique du Congo, pays au centre de l'Afrique, pays dont vous connaissez un peu l'histoire contemporaine, avec beaucoup de cas de conflits armés. Et lorsqu'on nous a demandé de venir parler de la qualité de l'enseignement, nous nous sommes dit, nous allons nous focaliser sur une petite expérience qui, lorsque vous allez me suivre, va vous permettre de comprendre pourquoi nous avons adopté cette expérience, parce que chaque pays a ses réalités. L'intervenant de tout à l'heure a fait allusion à la gouvernance, à tous les aspects que tous les pays essaient de mettre en œuvre pour résoudre les problèmes de la qualité. Vous le savez bien, tous les pays africains sont conscients que le monde change et que pour s'adapter, il faut améliorer la qualité de l'enseignement, parce que la ressource la plus sûre, c'est l'être humain. Et cet humain doit être bien formé pour être compétitif. Je vous disais, donc, la question de la qualité de l'éducation occupe une position centrale en République démocratique du Congo, mon pays, à chacune des rencontres avec des partenaires éducatifs. Et les partenaires éducatifs, c'est nous-mêmes, les parents, les enfants, les partenaires qui viennent de l'extérieur pour nous aider financièrement. Il est vrai que chez nous, nous connaissons à ce moment la hausse de la scolarisation, mais cette hausse contraste avec la baisse continue de la qualité de ces mêmes enseignements. Eh bien, nous sommes aidés parfois par des partenaires, je vous l'ai dit, les rapports d'état du système éducatif élaboré en 2014 avec l'appui technique du pôle de Dakar, de l'UNESCO, IPE, parce que je suis ici, je cite Dakar pour faire honneur à ce pays, et du bureau régional a dressé un certain nombre de constats et de défis qui touchent l'enseignant à tous les niveaux, son efficacité et les problèmes de gouvernance. C'est ainsi que déjà en 2015, le gouvernement congolais a organisé un atelier de réflexion dénommé « Événement qualité de l'éducation en République démocratique du Congo »,
a regroupé tous les partenaires éducatifs et a formulé des recommandations basées essentiellement sur la pratique des classes. Il sera ainsi lancé à son issue le quinquennat de la qualité de l'enseignement. Donc c'est juste un défi que nous nous sommes lancés pour que nous fassions tous nos efforts pour améliorer la qualité de l'enseignement après tous les moments de troubles que nous avons connus. Pendant ces assises, le rôle de l'enseignant a été mis en évidence car celui-ci constitue le principal agent déterminant de la qualité des apprentissages. Il est vrai que l'environnement doit être bien nettoyé, arrangé, mais c'est l'homme. Et cet homme-là, c'est l'instituteur. Et la stratégie élaborée par les 4 principaux ministères en charge de l'éducation et de la formation. Chez moi, il y a le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Je vais vite terminer. Le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Nous avons le ministère de la formation professionnelle, artisanat et métier. Et nous avons aussi le ministère de la recherche scientifique. Donc nous avons adopté une stratégie sectorielle pour faire face à tous ces défis. Et cette stratégie sectorielle place la qualité au cœur de son plan d'action. Et la question enseignante comme une priorité sur l'ensemble du secteur. Puisqu'il faut aborder un cas spécifique, comme je vous l'ai dit, nous avons prévu de vous parler d'une expérience en cours en République démocratique du Congo dans le domaine de la formation continue des enseignants du primaire sur la base de technologies de l'information et de la communication. Mon pays est vaste, c'est presque un continent, nous-mêmes nous le disons. Et avec toutes les péripéties que nous avons connues, il y a eu destruction de certaines infrastructures qui font que le contact entre différents coins de province pose parfois problème. Dieu merci, avec la technologie de l'information et de la communication, nous avons pensé que nous pouvions tenter cette expérience pour résoudre tant soit peu les problèmes. Ce programme de formation repose sur un dispositif informatisé interactif, dynamique, permettant l'autonomisation des enseignants ainsi que le suivi et l'évaluation de la formation par les encadreurs. Il s'agit donc d'une plateforme de formation en ligne créée pour la formation des enseignants qui est hébergée au niveau du gouvernement central sur un site web au niveau de mon ministère, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Et ce dispositif comprend 3 niveaux, le niveau national, le niveau provincial et le niveau local. Au niveau national, une cellule de pilotage du programme est installée au service national de formation que nous appelons CERNAFOR, c'est basé au ministère. Elle dispose d'un serveur central qui héberge les versions numérisées des modules de formation et d'autres ressources pédagogiques tels les programmes. Au niveau provincial, les sous-divisions éducationnelles disposent chacune d'un centre de ressources éducatives de sous-divisions que nous appelons CRESD, relié par Internet au serveur de la cellule de pilotage de CERNAFOR primaire. Ici, nous avons la fibre optique chez nous. Il faut reconnaître quand même l'avantage que la fibre optique nous donne, parce que ça permet de nous relier à tous les coins, quand bien même on ne sait pas physiquement accéder à certains endroits. Le CRES donc est organisé comme une salle de formation disposant d'un matériel informatique et comme un lieu de documentation et de travail personnel. Il est alimenté à l'énergie solaire. Dans nos coins reculés, je crois, comme ici, c'est vrai que nous avons Inga, un grand barrage, mais on n'a pas encore réussi à relier tous les coins. L'énergie solaire, comme nous sommes dans un pays équatorial, l'énergie solaire nous aide énormément. Donc le CRESD assure la formation en informatique des cadres locaux et des personnels devant utiliser des matériels portables, ainsi qu'un appui technique aux personnes en charge du matériel informatique au niveau local. Et donc à ce niveau local, on retrouve ce que nous appelons le réseau d'écoles de proximité, un regroupement d'écoles. Il s'agit d'un groupe de 3 à 5 écoles de proximité qui se regroupent périodiquement pour mutualiser leurs expériences.
À ce niveau, un matériel léger, un ordinateur, des DVD, des CD-ROM, des clés USB, est attribué à chaque réseau d'école de proximité pour venir en appui à la formation continue des enseignants. Excellences, mesdames et messieurs, cette expérience, certes, permet d'établir quelques avantages. Je peux vous citer à titre indicatif. Nous pouvons affirmer que ces dispositifs donnent l'opportunité de mutualisation des interventions des différents projets financés par différents bailleurs en faveur de la formation continue des enseignants. Nous sommes soutenus par l'UNESCO, par l'ISAID, par DFID et beaucoup d'autres. Et les serveurs acquis dans le cadre d'un projet logent aussi les outils développés dans le cadre d'autres projets sur la formation continue des enseignants. Et je dois vous avouer que la plateforme de formation ouverte à distance est accessible à tous les intervenants de la formation continue des enseignants. Cela nous a permis de constituer un bon nombre de techniciens congolais disponibles et capables de développer des contenus, de gérer une plateforme ou de créer des didacticiels. Et la possibilité de former des enseignants dans des régions éloignées, alors qu'on n'était pas à mesure d'envoyer des gens ou de les faire venir. Donc le coût devient un peu plus réduit parce que nous pouvons, à partir du service central, à partir du programme que nous avons prévu, envoyer ces enseignements à tous les niveaux et être à mesure de contrôler l'efficacité de ces enseignements. À un moment, nous étions en train de faire des formations en cascade, mais l'avantage que nous offre l'outil informatique à ce jour, au regard de cette expérience, est que cette formation devient une formation identique. Ce qui est fait à Kinshasa, la capitale, est suivi directement dans toutes les provinces, sans altération de quoi que ce soit. Parce que vous pouvez bien concevoir un programme, vous donner à quelqu'un, déjà la communication à un autre endroit peut faire en sorte qu'il y ait des interprétations. Ça nous permet de donner une formation identique à tous les niveaux. Mesdames et messieurs, je ne saurais pas abuser de votre temps, nous connaissons quelques difficultés réelles parce que notre pays est très grave avec 30 provinces éducationnelles et nos provinces ont la dimension de certains pays. Mais la plus grande difficulté aussi, c'est surtout l'âge des enseignants qui les rend réfractaires à l'outil informatique. La plupart de nos jeunes aujourd'hui n'acceptent plus le métier de sacerdoce d'instituteur, mais en tout cas nos parents, nos papas, beaucoup on les appelle les doyens, qui sont restés dans l'enseignement, ont des difficultés pour s'adapter à l'outil informatique. Nous sommes en train de faire en sorte que les jeunes comprennent que les beaux métiers, comme on nous a appris quand on était jeunes, c'est l'enseignement. Je ne saurais abuser de votre temps, peut-être que je répondrai à d'autres préoccupations que vous allez soulever. Je ne peux que vous remercier pour votre attention. Merci. Thank you very much, Mr. Minister, for this interesting example. It also shows that in a continent like the Democratic Republic of Congo, you need maybe different methods from what you need in, I don't know, Mauritius, which is coming next. The Honorable Minister from Mauritius. Mr. Moderator, Honorable Ministers, keynote speakers, and delegates. The theme is quality education for all at all levels. So I'm going to be very brief and just say what we have done back in Mauritius and what are the strategies we've adopted. The education system in Mauritius has undergone several policy reviews over the years, and we may see that there has been continuity in change. We are now engaged in a systemic reform of the educational sector involving all subsectors, starting from the pre-primary right up to the tertiary, without forgetting the TVET sector. And this with the aim of addressing a number of challenges. These challenges are, firstly, an elitist system
with an over-reliance on the academic dimension. Secondly, intensely competitive system starting from an early age with its shadow education spin-off. Then, the necessity for a highly qualified human resource to fight the stigmatization of TVET and a higher education system more responsive to socioeconomic needs. These are our challenges. Now, the policy measures that have yielded dividends. Firstly, we have free primary and secondary education, which spreads over 13 years, a period of 13 years. We have highly subsidized TVET and tertiary sector, adequate and responsive legislative and institutional framework set up for all subsectors. So, just to name a few of these, we have an authority which controls the early childhood care and education sector. We have a private secondary education authority. We have the Mauritius Qualifications Authority. We have the Tertiary Education Commission, and we have the Human Resource Development Council. There is a culture of policy dialogue for stakeholders' buy-in, and we have mechanisms for the regulation of private provision of education. We have developed a relevant and indigenous curriculum framework. Now, we're going to look at the policy measures that have yielded dividends. Firstly, conducive teaching and learning environments which are safe, secure, gender and disability friendly. We have innovative pedagogies supported by ICT. We have also made sure that the entry qualifications for the teaching profession gets raised, and continuous professional development of teachers has to be done throughout the year. A series of incentives are provided for the retention of teachers in the system. Quality assurance mechanisms are found at all levels, and a set of equity measures ensuring no child is left behind, and we have a sound, transparent management system. Now, this is what we have been doing. But, as I said, if we intend to transform the education system, there are certain questions that we have to ask ourselves. For example, is the current system equipping our students with the right knowledge, skills, attitudes, values, and the core competencies of the 21st century? Now, if we want to achieve this, we have to make sure that the system undergoes changes at all three levels. When I talk of the three levels, I'm talking about the basic education level for a sound foundation for future learning. I'm talking about the tertiary education level to foster a knowledge-based society. And I'm talking about the TVET level to respond to the country's skills needs. Now, how do we go about it? Firstly, we make sure that we engage key stakeholders in raising the educational quality standards. To do that, we have a vibrant public and private partnership. We have sets of incentives given to the private providers of education, ensuring parity of esteem. We involve teacher unions and other stakeholders in decision-making processes, and there are principles of good governance which enhance the quality, the credibility of government and institutions. Now, how do we make the education more responsive to market needs? Firstly, we have broadened the secondary education curriculum. We have introduced entrepreneurship education to make sure that entrepreneurial skills are embedded in the system. We have introduced the higher school certificate professional with a major component of placement in industry.
And we have new institutions which are now in our educational paysage, that is polytechnics. We have set up 3 polytechnics, brand new campuses, and these are meant to be an alternative to university education so as to produce higher technical skills. Now, when we talk about making education more responsive to the market needs, we have to ensure provision of high-quality tertiary education. How do we go about it? First of all, we have come up with a higher education bill. We have reviewed the organizational structure of the apex regulatory body, the Tertiary Education Commission, for the setting up of a more robust and independent quality assurance agency. We have reviewed the tertiary education curriculum in collaboration with the industry, again, to be more responsive to the emerging sectors of the economy. We have developed the national policy for open educational resources. We have enhanced efficiency of the tertiary sector by making the tertiary institutions collaborate with each other and become complementary to each other to avoid duplication. We have also worked with other countries for mutual recognition of qualification agreement policies, and for the promotion of research and dissemination of generated knowledge, we have come up with a knowledge transfer bureau attached to the University of Mauritius. We have also set up a national research and education network linking all universities. A new trend that we have adopted is to ensure that our students get the opportunity to be exposed to new conditions. So with linkages we have established with certain foreign universities, we allow students to have the possibility of having multiple campuses so that they can do 2 years of their tertiary education in Mauritius and the last year abroad in some other institutions with which we have collaborations. This increases their exposure and improves their mobility and employability. And to address the disconnect between education and labor market needs, at the TVET level, we have reviewed the curriculum recently. We have ensured that we have state-of-the-art equipment in the vocational training institutions. Skill studies have been undertaken by the Human Resource Development Council at the sectoral level to ensure a healthy pool of talent at the national level. We have come up with certain schemes, namely the Graduate Training for Employment Scheme, with the collaboration of the private sector. The private sector identifies students, selects the students, and tells us what type of training they require, and the state pays for the training on the condition that the private sector recruit these individuals after the training. So this again to enhance the employability of the graduates. It comprises 3 components as I've just said: employer-led training, industrial placement, and employment. Now, still in the same line, so to reduce this disconnect between education and labor markets, Mauritius has a levy grant scheme where employers contribute and they are given incentives to encourage continuous workplace training and lifelong learning. We have the Youth Employment Program, which helps young students to get training either in parastatal bodies or in the private sector with a stipend provided by government to give them the opportunity to gain experience. We have set up incubators for young entrepreneurs so as to help them, guide them, and provide them with technical support. And we have what we call the dual training program, to address the problem of unemployment as well as skills mismatch through training and placement at the enterprise level. Ladies and gentlemen, this in a nutshell has been the strategies that we have developed and adopted in Mauritius, and I thank you all for your kind attention. Thank you very much, Madam Minister. Thank you also for keeping time, as all of you have.
I just noted that among the rich program of measures that you have introduced, the first one you listed was to have good relations with the teacher unions, which I think is one area that often is underlooked and underrated as important. So this, in my experience, is one of the key things you have to do in order to be able to introduce reforms in the system. Thank you. Is the Honorable Minister from Namibia here? No. Then the next one is le ministre Tidiane Idrassia du Niger. Monsieur le ministre, je m'excuse de mal prononcer votre nom. Merci, Monsieur le modérateur, Mesdames et Messieurs les ministres, chers participants. Je pense que depuis 2 jours que nous sommes ici, nous sommes en train de parler du secteur de l'éducation. Cet après-midi, on nous demande de nous appesantir un temps soit peu sur la question de la qualité. Je pense que beaucoup de choses ont été dites. Pour rappeler qu'en ce qui concerne le Niger, nous sommes en train de mettre en œuvre actuellement un programme dans le domaine de l'enseignement et de la formation qui couvre la période 2014-2024. Ce programme, bien sûr, s'appuie sur notre programme de développement économique et social, dans lequel l'éducation est au centre du développement. Ce programme, bien sûr, s'aligne sur l'objectif numéro 4, c'est-à-dire la question d'assurer une éducation de qualité inclusive et la promotion donc, de toutes les possibilités d'apprentissage. Ce programme, nous venons de l'évaluer à mi-parcours. Et malheureusement, les résultats de cette évaluation ne sont pas très encourageants. Et c'est ce qui a amené le gouvernement du Niger à mettre en place un comité de réflexion pour réfléchir de manière profonde sur la question précise de la qualité. Il y a, dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, beaucoup d'investissements qui ont été faits en termes d'infrastructures, en termes de recrutement d'enseignants et de formateurs. Mais il se trouve qu'après cette évaluation, le produit final, c'est-à-dire les élèves et les étudiants qui sortent de ce dispositif, malheureusement, ne répondent pas aux attentes en termes de compétences, en termes de satisfaction des besoins de l'économie et de la société. Et donc, ceci nous a incité à revisiter ce programme et donc à réfléchir sur qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour améliorer justement la qualité de cet enseignement. Nous sommes partis avec une démarche globale du préscolaire jusqu'au niveau supérieur. Et nous avons défini 5 axes. Le premier, c'est la question de la formation et la professionnalisation des enseignants et des encadreurs. Il y a eu beaucoup de classes, d'infrastructures qui ont été construites, mais il est clair que l'enseignant est au centre du dispositif. Il y a donc une nécessité de revisiter le contenu des formations initiales de ces enseignants-là. Également, ouvrir la perspective d'une formation continue permanente. Il y a une nécessité de mettre en place également un processus de formation des encadreurs. Je veux parler des inspecteurs et des conseillers pédagogiques. Notre pays a connu, dans les années 2003,
une politique qui visait à augmenter le taux de scolarisation. Et ce qui a fait qu'on s'est tenu à recruter beaucoup d'enseignants, et souvent des enseignants qui n'avaient même pas la formation initiale, qui sortaient de l'enseignement général et qui directement étaient versés avec l'objectif d'améliorer le taux brut de scolarisation. Et ça, évidemment, ça a fait que le résultat n'a pas été à la hauteur de nos attentes. Le deuxième axe sur lequel nous pensons qu'il y a une nécessité à travailler, c'est l'amélioration des programmes d'enseignement et de formation. Nous sommes dans un processus présentement de reformulation de nos curricula et programmes. Il y a là également une nécessité d'actualiser les programmes qui ne répondent pas aux besoins et aux exigences actuelles du monde. L'introduction donc de l'approche par compétences, l'introduction du système dual et bien évidemment l'introduction de mécanismes itératifs de correction et de remédiation. Le deuxième axe, c'est l'amélioration de l'environnement pédagogique, c'est-à-dire assurer un meilleur suivi pédagogique en ce qui concerne les effectifs des inspecteurs et des conseillers pédagogiques. Et là également, une autre nécessité, c'est celle du suivi de l'enseignement privé, puisqu'il fine, qu'il s'agisse du secteur public ou du secteur privé, le produit fini se retrouve dans la production. Donc il y a un peu de nécessité. Nous sommes en train donc de mettre en place un dispositif pour un meilleur suivi, de l'enseignement privé. Le quatrième axe, c'est la question du pilotage et de la gouvernance du système. Notre pays a adopté une loi depuis 2012 sur la décentralisation, mais jusque-là, nous avons des difficultés pour transférer véritablement les compétences et les ressources au niveau local. Nous venons d'adopter un décret qui va dans le sens justement de rendre effectif ce transfert de compétences, au moins en ce qui concerne le préscolaire et l'éducation de base au niveau des communes locales. Nous sommes également en train de travailler pour améliorer la carte scolaire dans le sens de respect d'un certain nombre de normes en termes d'effectifs, en termes de qualité. Le dernier axe, c'est le cinquième, c'est bien sûr la promotion donc, des actions de recherche et d'innovation. Nous avons une politique en matière de recherche, de sciences et de technologie, mais qui est en train d'être recadrée, revisitée, pour qu'elle réponde davantage aux exigences actuelles de nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Voilà les 5 axes sur lesquels nous sommes en train de travailler. Pour revenir sur la question de la formation, nous avons 8 régions au Niger et nous avons créé 8 écoles normales aujourd'hui d'instituteurs dans notre pays. C'est-à-dire que chaque région est dotée d'une école normale d'instituteurs. Nous sommes en train de renforcer également notre école de l'enseignement pédagogique et en termes de formateurs et en termes d'effectifs. Mais la grande question de mon point de vue en ce qui concerne la qualité, c'est l'interrogation sur notre système éducatif lui-même. En fait, que doit-il être au-delà de la qualité? Nous pensons que le système doit être une réponse, et comme certains orateurs l'ont dit, adéquate aux besoins de notre économie. Il faut que le système éducatif dans nos États réponde à un besoin et que ce soit une réponse aux exigences de l'emploi et de la société. Au Niger, nous avons un observatoire de l'enseignement et de la formation. Nous avons demandé de conduire une étude, laquelle étude est allée jusqu'au niveau des communes. Et nous avons pu identifier, au niveau de chaque commune du Niger, nous en avons 265, quels sont les secteurs, quelles sont les filières qui peuvent être porteuses en termes de formation technique et professionnelle. Nous estimons que le système éducatif, tel qu'aujourd'hui il est en train d'être mis en œuvre, pour la plupart de nos États, ne nous paraît pas suffisamment pertinent. Aujourd'hui, il faut s'interroger de quel type d'éducation nous avons besoin. Est-ce que nous avons besoin
la promotion exclusive, ou en tout cas en grande part de l'enseignement primaire, du secondaire, du supérieur, ou de répondre aux besoins de l'économie en promouvant l'enseignement professionnel et technique. Je pense que ce sont de grandes questions. Nous sommes en train au Niger de mettre en place un fonds commun de l'éducation, mais l'enjeu va être de déterminer effectivement quel est le sous-secteur qu'il faille véritablement promouvoir aujourd'hui. Les expériences dans le monde aujourd'hui attestent que pour la plupart, en tout cas les États qui ont connu des avancées dans un temps relativement court ont été ceux qui ont conséquemment investi dans le sous-secteur de l'enseignement professionnel et technique. C'est là où on a observé l'émergence d'une classe moyenne assez rapidement et l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous pensons qu'il y a de grosses interrogations, il y a une nécessaire réflexion à engager dans ce sens-là pour voir quelle est la part de chaque sous-secteur dans le dispositif. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques mots que je voulais dire. Je vous remercie. Thank you very much, Mr. Minister. Niger is one of the countries that since the EFA conference here in Dakar was in 2000 that they have the fastest growth of enrollment in the world in primary education. You know, what the minister was describing is also the problems with having a very rapid growth in enrollment to maintain the quality of education. So thank you for that presentation. We have two more on the list. The Honorable Minister from Senegal. Please, Mr. Thiam, you want to come? Thank you. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur, parce que je ne pensais plus que j'étais dans ce panel, parce qu'on était censé être à l'Assemblée nationale au niveau du gouvernement, mais avec le décès qu'il y a eu, la cérémonie a été reportée. Mais comment améliorer la qualité et quelles sont les leçons à apprendre? Je vais essayer de contribuer à ce panel en essayant de dégager un certain nombre d'axes sur lesquels nous avons travaillé. Entre 2000, avec le Forum de Dakar, qui mettait le focus sur la scolarisation universelle, le pays a eu un programme sectoriel dans le domaine de l'éducation, qui était le PDF, le programme décennal de l'éducation et de la formation, qui couvrait la période 2000, 2010, 2011. Et ce programme a permis d'améliorer notablement le taux d'accès à l'éducation, où le taux de scolarisation a beaucoup progressé. Et pour atteindre ce taux de scolarisation, nous avons dû recruter beaucoup d'enseignants, et la formation de ces enseignants, la formation initiale et les conditions de recrutement n'étaient pas toujours au rendez-vous. Et en même temps, nous avons ouvert des écoles, des collèges et des lycées dans des endroits reculés, pas toujours avec les infrastructures qui étaient adéquates. Après l'évaluation de ce programme décennal de l'éducation et de la formation qui a eu lieu en 2012, il y avait un certain nombre de défis qui étaient des défis persistants. Au nombre de ces défis, il y avait le défi de la qualité de l'éducation, que nous avons essayé d'adresser dans un nouveau programme sectoriel qui couvre la période 2013-2025, qui est intitulé PAQUET, Programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, qui a eu donc 3 axes stratégiques. Le premier axe stratégique, c'est l'amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages. Le deuxième axe stratégique, c'est promouvoir un accès équitable à l'éducation par la résolution des disparités qui étaient encore persistantes. Et troisième axe stratégique, c'est la promotion d'une gouvernance transparente, ouverte et inclusive. Et nous avons essayé d'avoir un certain nombre d'actions sur l'ensemble de ces axes. Mais pour le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, la question de la qualité, je vais essayer de relever quelques déterminants sur lesquels nous avons travaillé. Premièrement, c'est la question de l'environnement scolaire, parce qu'avec cette course contre la montre pour la scolarisation universelle, il nous est arrivé d'ouvrir des écoles à la demande des communautés
qui sont des écoles sous abri provisoire, avec des paillotes, des lamelles de bambou tressées que les communautés construisaient pour ouvrir des écoles. En 2011, on avait 8822 abris provisoires, classes sous abri provisoire, qui représentaient 18% du stock de salles de classe dans notre pays. Nous avons, par un programme de résorption progressive des abris provisoires, ramené le nombre à 6369 à fin 2016, qui représente 9,4% du taux d'abri provisoire au niveau de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur un programme de résorption totale sur un horizon de 2 à 3 ans dans le cadre d'un partenariat public-privé. Le gouvernement, il y a quelques mois, avait reçu 5 offres spontanées pour la résorption des abris provisoires. Après une première évaluation, ces offres ont été ramenées à 4 et actuellement, nous sommes en train de faire les négociations finales pour que des partenaires privés puissent résorber sur un horizon de 2 à 3 ans les abris provisoires, charge maintenant à l'État de payer sous forme de location-vente dans un horizon de 5, 7 ou 10 ans selon les conventions qui seront signées. Donc c'est l'amélioration de la qualité, l'amélioration de l'environnement scolaire, en dotant les écoles de toutes les commodités, de blocs d'hygiène, de murs de clôture, de points d'eau, et nous sommes en train de travailler sur ces questions-là. C'est l'ensemble de ces constructions qui ont permis de faire baisser le taux des abris provisoires. Deuxième axe stratégique, deuxième action donc, c'était la formation des enseignants. Comme je l'ai indiqué, comme mon collègue du Niger aussi l'a indiqué, faisant une course contre la montre pour la scolarisation, on a recruté des enseignants qui, quelquefois, sortaient directement du cycle fondamental, je veux dire enseignement élémentaire, enseignement moyen, donc 10 ans d'éducation, qui avaient une formation quelquefois de quelques semaines qu'on mettait dans les salles de classe. Depuis 2012, nous avons d'abord relevé le niveau de recrutement des enseignants du préscolaire et de l'élémentaire. Il faut avoir le baccalauréat. Ça veut dire que c'est 13 ans d'enseignement général. Et après les 13 ans, on a un examen très compétitif. On a à peu près 25 000 candidats, là où on recrute que 2000, 2500 ou 1000 même quelquefois. Et c'est un examen très compétitif avec plusieurs étapes. Et la formation ne dure plus quelques semaines, la formation dure 9 mois, est sanctionnée par un examen de formation où pour cette année, on a eu des enseignants même qui ont fait le stage mais qui ont échoué. Donc c'est un recrutement sélectif, une formation avec un référentiel de formation et puis un examen à la fin. Et de l'avis des formateurs et des directeurs qui les emploient, tous ils disent que depuis 3 ans, ils ont senti le niveau des enseignants augmenter. Troisième élément au niveau de la formation, c'est la formation continue avec des expériences que nous avons avec l'organisation de la francophonie, IFADEM, Initiative pour la formation à distance des élèves maîtres, et la recapacitation des enseignants qui ont été recrutés avant et qu'il faut recapaciter, pour lequel nous avons un programme de formation. Troisième élément, c'est la disponibilité du matériel, des manuels et du matériel didactique. Nous avons un nouveau curriculum de l'éducation de base et on n'avait pas de manuel qui correspondait à ce nouveau curriculum. De 2014 à 2016, nous avons injecté dans le système éducatif 5 400 000 manuels. Pour la première étape, CP, pour la deuxième étape, CE1, CE2, et cette année, on a clos par la troisième étape, CM1, CM2. La disponibilité des manuels, aussi bien en langue et communication, en découverte du monde, qu'en mathématiques. Troisième élément sur lequel nous travaillons, c'est le pilotage pédagogique. Pour préparer cette année scolaire, par exemple, nous avons regroupé l'ensemble des inspecteurs d'académie, ils sont 16, les 59 inspecteurs de l'éducation et de la formation, pour nous donner une feuille de route. Et cette feuille de route avait conclu à la nécessité, dans chaque académie, d'avoir des progressions harmonisées des apprentissages entre les écoles, entre les collèges et les lycées. Et cette progression harmonisée des apprentissages permettait d'avoir des évaluations standardisées, ce qui crée une émulation entre les établissements pour améliorer la qualité des enseignements-apprentissages. Je sais que le temps est très court. D'autres questions certainement ont été abordées
par les autres panélistes. Voilà les quelques expériences que je voudrais indiquer en termes d'amélioration de la qualité des enseignements apprentissages. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you very much, Mr. Minister. The last one on my list is the Honorable Minister from Egypt. We are now reached 4 o'clock, which was the end of this session, but we certainly shall finish with all the panelists, but I don't think we will be able to have any discussion afterwards. That is not caused of the ministers who have all stuck to their time. It's just that the session was scheduled too short for the number of people who were invited to participate. Please, Mr. Minister. Well, good evening. I've been a teacher for so many years, so I know when my students lose interest or come after lunch. So I'll try to entertain you with a story about the Egyptian experience. You know, I have had my school education in Egypt, and I remember having pleasant school years. I've had excellent education, followed by a very good university education that qualified me later to have a scholarship in one of the Ivy Leagues in the US without any further qualifications. So back in the 60s and 70s, the Egyptian education system was quite nice and quite effective. I've spent some time in the US teaching in universities, teaching engineering actually, spent 17 years, and by the time I came back and my children went to school, I noticed a huge deterioration in the quality of the same system I graduated from. And today, as we speak, the ranking of the education system in Egypt is not in a place that we are happy with. And it was important to reflect on how did this happen? And I guess it happened in many countries as well. Lots of things changed. Of course, the numbers entering the system, because we have in our constitution a free education until the end of college kind of statement, has led to a great deal of pressure on the system and on resources. Also, the ICT revolution, which we still underestimate its impact on education, on students' attention. You have to realize all of us have less attention span than a few years ago, and we get bored very quickly. You can imagine the children. Children cannot last more than 7 minutes, give you their attention more than 7 minutes. So the old style of classes and lecturing doesn't really cut it with them. They are more used to multitasking, to very fast action, to audio, video stimulation that we still lack in our schools. And I worked at UNESCO for 13 years after that, have seen the education models in the Arab world, then globally, and the questions we are addressing here are the same questions I have heard in the last 13 years. I think we do have a problem. We know the questions, we write a lot of policies, a lot of strategies, we do very little. And the reason I say that is because we have been doing this for over 15 years. So something must change here. I think in Egypt we have had this question. Our current president, and I refer to my colleague from Benin who talked about the political will, is very adamant on bringing our education system back to where it was. He asked me to serve as his advisor before being the minister, and the question was, what do we do? And I guess I reflected on that journey as a teacher, then as a student first, then as a teacher, then as a UNESCO expert. And I realized that, and actually my father wrote a book about Leonardo da Vinci, and I remembered that, and I asked myself, did da Vinci go to school? Actually not. And if he were to go to school, what school would that be? The guy wrote on medicine. He was an engineer, he was an artist. At his time, there was no school, but yet Da Vinci existed and Isaac Newton existed. There was a model, folks, before the model we are talking about. There was a model where there were no walls between sciences and literature and art.
There was a model that produced those geniuses. We forgot that model. We created a factory model, we made it a religion, and we created its own borders, and we speak its language. We forgot that we can bring a new one. We don't have to worship that model. And in Egypt, we decided to follow a different path, a completely different path. Why? Because I really believe that this model has really saturated. It just served its purpose. The world doesn't need cookie cutters anymore. It needs people who are creative, who are different, you have to feed their individual talents. The model we have is a factory model. It's created to create similar products, assuming that the input is all the same. Actually, what we need now is different. That's why people are bored and the graduates are unemployed. It's not working. We have to realize it's not working. So fixing it is not the right path, I think. This could be very revolutionary, but it's the question of whether do we need reform or to transform. And we believe in Egypt it's time to transform. And because of that, our president endorsed a national dream. We call it Egypt's path towards a learning society, a society that learns, thinks, and innovates. It's all about learning for life. And we are just doing two things in parallel. We have a massive education system that has 20 million kids in it that we have to nurse, but yet parallel to that, we are having a blank sheet of paper. We go back to the drawing board and rethink, what do we want out of a 3-year-old 16, 17 years from now? What do we want this citizen to be? And recreate the whole thing, from assessments to curricula to delivery to teacher quality. So we have what we call Education 1.0, this is our legacy system, and 2.0, which is our dream. So we are working on that. We started by creating teachers for that new dream. We have a project called Teachers First, through which we are training 500,000 teachers on very new skills based on some work I did at UNESCO called the ICT Competency Framework for Teachers. We're trying to change teachers' behaviors in classrooms, not work on their skills, work on their behaviors and attitudes in the class. And we have put together a project I think some of you may be interested in. We call it the Egyptian Knowledge Bank. This is our attempt to have content, digital content, available to every citizen in the country, not too few. It's available to 90 million people by collecting material from the best publishers around the world, including Springer, Verlag, Elsevier, Thomson Reuters, Discovery, Cambridge, Oxford, Britannica, all in one place. The size of this electronic library is bigger than the Library of Congress. And the great thing is, we talk a lot about educational resources, but this is probably a very concrete, high-quality resources for every citizen, free of charge. Why? Because we want to change the model of education from education found in textbooks to education that's available in the hands of everybody. We just need to give people the tools to handle knowledge, not to impart knowledge. We had to think of new ways of assessment because we realized that one of the core diseases of our education system is the national exam, the exam at the end of the 12 years that admits you to college. That particular exam became the target for the students and the parents and the teachers and everybody. They forgot about learning. They don't care to learn. There was a shadow system of private tutoring preparing everyone to score in that test, whether they learn or not. And people can do that. So the thing is, the old system really miserably failed, and we have to rethink what skills are we assessing. It's just not the old way of doing business. And what I'm inviting you for is to watch this experiment. We think it's very exciting, and we are really working hard on it, and we should admit youngsters at first grade to it September 18, which is very close, very near. It should be education as you have never seen it. It's not your typical curricula, teacher, or assessment.
We're going to break those walls because we really are dreaming of bringing the days of Da Vinci and Newton back. Thank you. Thank you very much, Mr. Minister. That was really interesting. And I wish you luck in breaking down the old system. I think everybody have had a chance to speak. I'm sorry. Yes. Then I would not open for discussions because we have to close in 2-3 minutes. So I apologize to the participants that they will not be able to ask questions. I will say, though, that this is a good example of one of the main functions of ADEA, which is to share knowledge among the various participants. And I hope you found this interesting. I found it interesting to note how the different ways the presentation were focusing on different things. I hope you learned as much as I did. I'll just close by coming back to one of the things of the old system that I think need to change, and that is when we look at Sub-Saharan Africa, and I come back to what I started with. If you look at Sub-Saharan Africa, the majority of the population and the economic sector, which is by far the largest in terms of employment, that's agriculture and the informal sector, benefit actually relatively little from public education spending, that be from the government or from donors. And I come back to when you look at that more than 50% of women above 25 years old are illiterate. They have benefited very little from public education spending. And you can see country by country when you see which benefit is. It is of course those who get up all the way in the system to university, and they have power. They can bring down the government if they are not financed. The poor rural women who work in agriculture have very little political power to actually change the political economy of how resources are allocated within a country. I'm a bit provocative here, but for many countries, if you have, and I repeat what I said before, 80% of your people employed in agriculture or the informal sector, the fact that the majority in many countries of these are illiterate or have very low literacy and numeracy skills, I think make the transformation of the economy and the society that we all are looking forward to very difficult under those conditions. So my plea would be to give much more importance to those who are outside the formal system and those who are outside the school now, which is a large part of the youth population in Africa. So thank you very much, and I think you should give the panelists and the keynote speakers a round of applause. Thank you very much. The session is over.